J'ai empoisonné le vin de mon père lors du dîner de Noël, un filet de ciguë si fin qu'il a souri en avalant la dernière gorgée. Ma sœur, cette traîtresse aux lèvres peintes en rouge sang, m'a accusé de vol pour couvrir ses dettes de jeu, me faisant endosser le rôle du bouc émissaire familial. Et maintenant, dans les rues pluvieuses de Paris, je tire les ficelles invisibles, laissant leur empire de mensonges s'écrouler comme un château de cartes sous la Seine. C'était il y a 20 ans, dans le quartier du Marais, où les immeubles haussmanniens se dressent comme des sentinelles muettes, que tout a commencé. J'étais le fils aîné, Antoine Duval, élevé dans l'ombre d'une famille qui feignait la grandeur bourgeoise. Mon père, Henri, un ancien banquier raté, passait ses journées à siroter du cognac dans des cafés enfumés du boulevard Saint-Germain, racontant des histoires de gloire passée qui n'avaient jamais existé. Ma mère, Élise, une femme aux yeux froids comme la Loire en hiver, brodait des tapisseries fanées pour masquer l'usure de nos murs. Et ma sœur cadette, Camille, oh, Camille. Elle était le joyau empoisonné, avec ses robes Chanel volées et ses amants interchangeables, un poison lent qui rongeait tout sur son passage. Personne ne savait que c'était moi qui les maintenais à flot. Depuis mes 18 ans, après avoir décroché un poste modeste chez une banque suisse, un coup de chance, ou plutôt un chantage discret sur un collègue, j'envoyais chaque mois des virements anonymes. 10 000 euros, 15, puis 20. Assez pour payer le loyer de notre appartement rue des Francs-Bourgeois, les factures d'électricité qui s'empilaient comme des regrets, et même les dettes de Camille au casino de Deauville. J'étais leur ombre bienfaiteur, le fantôme qui effaçait les traces de leur médiocrité. Pourquoi ? Parce que l'amour filial, en France, est une malédiction déguisée en devoir. On porte ses parents comme on porte un crucifix, lourd, invisible et éternel. Mais la trahison est venue comme un coup de poignard dans le foie, lors d'une soirée d'été étouffante en 2005. Nous étions réunis pour l'anniversaire de ma mère, dans notre salon aux meubles Louis XV éraflés. Le champagne coulait, volé je le sais maintenant, d'un fournisseur complaisant. Camille, rayonnante dans une robe noire qui moulait ses formes comme une seconde peau, m'a pris à part dans la cuisine. « Antoine, mon chéri, » a-t-elle murmuré, son haleine imprégnée de vin rosé, « j'ai un problème. Un gros problème. » Ses yeux verts hérités de notre grand-mère normande, brillaient d'une lueur que je connaissais trop bien, la panique du joueur acculé. Elle m'a avoué avoir perdu 100 000 euros au baccarat, endetté auprès d'un créancier sicilien qui ne plaisantait pas avec les intérêts. « Emprunte pour moi, Antoine. Tu as tes contacts en Suisse. Personne ne saura. » J'ai hésité, mais le sang est plus épais que l'eau, n'est-ce pas? J'ai puisé dans mes économies, falsifié un prêt, tout pour elle. Et en retour, 3 mois plus tard, la police a frappé à ma porte à l'aube, sous un ciel de plomb parisien. Accusation, escroquerie bancaire. Les preuves, des transferts tracés jusqu'à mon compte. Mais ce n'était pas le mien. Camille avait inversé les flux, maquillé les virements pour que tout pointe vers moi. Elle avait même planté un faux passeport à mon nom dans son sac, au cas où. Le procès a été un cirque macabre, digne d'un roman de Zola. Les juges, ces robes noires impassibles du palais de justice, m'ont regardé comme un paria. Mon père a témoigné contre moi, jurant que j'avais toujours été l'ambitieux de la famille, un euphémisme pour voleur. Ma mère a pleuré en silence, mais ses larmes étaient pour le scandale, pas pour moi. Condamné à 5 ans de prison ferme, j'ai purgé ma peine à Fresnes, cette forteresse grise où les murs suintent l'oubli. Là, dans ma cellule humide, j'ai appris la vérité. Camille n'avait pas seulement volé mon argent, elle avait volé ma vie. Et le pire, ils ont continué à vivre de mes virements, même pendant mon incarcération. Un notaire complice, un cousin éloigné, relayait l'argent. Ils ignoraient que c'était moi, le prisonnier, qui payais encore leurs factures depuis l'intérieur. La sortie, en 2010, a été un retour fantomatique. Paris m'avait oublié, ou feignait de l'avoir fait. J'ai repris un travail anonyme, consultant freelance dans l'ombre des boulevards extérieurs, reconstruisant ma fortune avec une précision chirurgicale. Mais la rage, cette rage française, sournoise et tenace comme un vin qui tourne au vinaigre, a mûri en moi. J'ai commencé par des petites vengeances, un appel anonyme au fisc pour les irrégularités de mon père, une rumeur distillée dans les salons du 16e arrondissement sur les frasques de Camille. Mais ce n'était que l'apéritif. Le plat principal viendrait plus tard. Les années suivantes ont été un ballet macabre, un pas de deux entre l'ombre et la lumière, où je dansais seul sur les tombes invisibles de ma famille. De mon appartement modeste à Belleville, entouré de graffitis arabes et de l'odeur de couscous qui s'infiltrait par les fenêtres, je tissais ma toile. Chaque virement que j'envoyais, toujours anonyme, toujours généreux, était une aiguille empoisonnée. J'avais appris en prison l'art de la patience, cette vertu gauloise que les Romains nous ont léguée avec leurs aqueducs. L'eau use la pierre, goutte à goutte. Camille fut la première cible, car elle était la plus vulnérable, la plus vaniteuse.
Elle avait épousé un certain Laurent, un avocat du barreau de Paris, un homme aux tempes grisonnantes et au sourire carnassier, qui collectionnait les maîtresses comme des timbres rares. Grâce à un hacker ukrainien recruté sur le dark web, un investissement de 10 000 € bien placé, j'ai accédé à leur compte. Des photos compromettantes, des mails sulfureux. Laurent payait des escorts dans des hôtels discrets de la rue de Rivoli, tandis que Camille, hypocrite jusqu'à la moelle, dépensait l'argent familial en bijoux chez Boucheron. J'ai orchestré une fuite, un dossier anonyme envoyé à la femme de Laurent, une bourgeoise du 7e qui ne pardonnait pas. Le divorce fut sanglant, avec des avocats qui se dévorèrent comme des chiens autour d'un os. Camille, ruinée, a appelé à l'aide. Antoine, mon frère, reviens-nous. Papa est malade, maman est déprimée. Sa voix au téléphone, chevrotante comme un violon mal accordé, m'a presque attendri. Presque. J'ai feint l'amnésie, le pardon magnanime. Bien sûr, Camille. Je t'aiderai. Et j'ai repris les virements, plus gros cette fois, 25 000 par mois. Mais chaque euro était tracé, chaque centime une dette qui s'accumulerait. Mon père, Henri, toussait du matin au soir, un cancer du poumon diagnostiqué trop tard, le prix du cognac et des gauloises sans filtre. Les hôpitaux privés de la Pitié-Salpêtrière coûtaient une fortune, et je payais, anonymement, via une fondation bidon que j'avais montée à Genève. C'est alors que le premier twist est survenu, un de ces revirements qui font douter de la justice divine, si elle existe. Un soir d'automne 2015, alors que les feuilles jaunissaient sous les réverbères de la place des Vosges, j'ai reçu une lettre. Pas un email, non, une lettre manuscrite, cachetée d'un sceau en cire rouge, comme dans les romans de Dumas. L'écriture était celle de ma mère, Élise, tremblante mais élégante. Mon fils, nous savons. Depuis le début, nous savons que c'est toi. Ton père et moi. Nous avons vu les ombres des virements. Camille est une idiote, mais nous t'avons laissé payer pour nous sauver la face. Pardonne-nous. Reviens pour Noël. Le choc m'a cloué sur place, comme un coup de massue dans une arène romaine. Il savait, toute cette décennie de mensonges, et il savait, la rage s'est muée en quelque chose de plus sombre, une mélancolie baudelairienne, un spleen qui imprègne les brumes de la Seine. Était-il complice de ma chute? Avait-il laissé Camille me sacrifier pour leur confort? J'ai brûlé la lettre dans l'évier, les flammes dansant comme des démons moqueurs. Et j'ai décidé, la revanche ne serait pas seulement financière. Elle serait existentielle. J'ai commencé par infiltrer leur cercle. Un faux nom, un job fictif chez une galerie d'art à Saint-Germain-des-Prés, et je me suis rapproché. Dîner sporadique, où le foie gras fondait sur la langue comme un mensonge sucré. Mon père, amaigri, me serrait la main avec une poigne faible. Tu es notre sauveur, Antoine. Sans toi. Il ne finissait pas la phrase, mais ses yeux injectés de jaune, imploraient. Camille, elle, flirtait ouvertement, un tic nerveux, cherchant à reconquérir le terrain perdu. Tu es si distant, frère. Comme un fantôme de la comédie française. Mais sous la table, mes doigts pianotaient sur mon téléphone. Ordre de transfert gelé, compte vidé goutte à goutte. Le premier signe de craquement fut une lettre du propriétaire, loyer en retard. Puis l'électricité coupée un soir d'hiver, alors que la neige tombait en flocons paresseux sur les toits de zinc. Ils ont appelé, paniqué. J'ai répondu d'une voix calme, vendez quelque chose. Vous avez encore les bijoux de grand-mère. Camille a hurlé, espèce de salaud. C'est toi, n'est-ce pas? Tu nous laisses crever. Le débat intérieur a commencé là, ce tiraillement qui divise l'âme française. Suis-je le justicier ou le monstre? La revanche est un vin capiteux, mais elle laisse un arrière-goût de cendre. L'hiver 2016 a été impitoyable, un manteau de givre qui enveloppait Paris comme un linceul, rappelant les hivers de la Libération où les collabos tremblaient dans leurs caves. Ma famille, ces ombres patriciennes déchues, a commencé à se déliter sous le poids de l'absence d'argent. Mon père, Henri, a été le premier à plier. Son cancer progressait, une métastase vorace qui rongeait ses poumons comme la trahison rongeait les miens. Les factures médicales s'empilaient, chimiothérapie à 20 000 € la séance, soins palliatifs que les hôpitaux publics refusaient par manque de lits. J'aurais pu payer, d'un clic sur mon ordinateur portable, depuis mon café préféré à Montmartre, où les artistes ratés sirotent leur absinthe en rêvant de gloire. Au lieu de cela, j'ai regardé. J'ai regardé ma mère, Élise, troquer ses perles fines chez un brocanteur juif de la rue des Rosiers pour une somme ridicule. Ses mains, autrefois délicates comme celles d'une pianiste de salon, tremblaient en comptant les billets froissés. « Pour ton père », murmurait-elle à mi-voix, comme une prière à une sainte laïque. Camille, elle, a sombré dans une spirale plus sordide. Job de serveuse dans des bistrots de Pigalle, où les touristes allemands commandent des escargots sans savoir que la serveuse est une Duval déchue.
J'ai vu les bleus sur ses bras, les marques d'un amant brutal qui payait en coups plutôt qu'en euros. Et pourtant, elle appelait encore « Antoine, s'il te plaît. On est ta famille. » Le sang ne ment pas. Le sang. Ah, le sang, cette fable romantique que les révolutionnaires de 1789 ont saignée sur l'échafaud de la Concorde. Le mien bouillonnait d'un feu froid, calculé. J'ai décidé d'accélérer. Un sabotage subtil sur leurs lignes téléphoniques, des courriers détournés, et surtout, la révélation progressive. Une première lettre anonyme à mon père, je sais pour le procès de 2005. Vous avez laissé votre fils pourrir à Fresnes pendant que Camille jouait à Deauville. Il a eu une crise, un infarctus mineur qui l'a cloué au lit, entouré de draps jaunis par la sueur. C'est là que le mécréant en moi a pris le dessus. J'ai visité, apportant un bouquet de lys fané, ironie cruelle, les fleurs des enterrements en France. Assis au chevet, sous le regard fiévreux d'Henri, j'ai murmuré « Papa, souviens-toi de la cave à vin, en 1998. Quand tu as frappé maman pour un verre renversé. J'ai pris les coups pour elle, à 12 ans. Et toi, tu m'as laissé endosser le vol de Camille. » Ses yeux se sont écarquillés, un gargouillis humide dans la gorge. « Antoine. » Comment. J'ai souri, un sourire de guillotine. Les secrets sont comme le camembert, ils puent avec le temps. Camille a contre-attaqué, bien sûr. Elle était la vipère de la nichée, changeant de peau à chaque mue. Un soir, elle s'est pointée chez moi, Satan Croala, lèvres écarlates barbouillées comme du sang frais. « Tu es un monstre », a-t-elle craché, avant de s'effondrer en sanglots. « Mais je t'aime, frère. Laisse-moi te prouver. » Elle s'est jetée sur moi, ses mains griffant mon col, un baiser forcé qui goûtait le désespoir et le rouge à lèvres bon marché. J'ai reculé, le cœur cognant comme un tambour de la Bastille. Était-ce de la pitié ou le début d'une faiblesse? Non. C'était le levier parfait. J'ai feint la reddition. D'accord, Camille. Un dernier virement. Mais jure sur la tête de maman. Le lendemain, l'argent est parti. 50 000 €, assez pour un sursis. Mais codé dans le libellé, un message crypté, révélé seulement par un logiciel que j'avais glissé dans leur ordinateur familial lors d'une visite. Traître. La fin approche. La panique s'est installée. Appel frénétique, nuit blanche. Mon père a confessé à Élise, dans un délire fiévreux, « C'est nous qui l'avons tué, Élise. Notre fils est mort en prison. » Elle a pleuré, pour de vrai cette fois, des larmes salées comme la mer du Nord. Et moi, je marchais le long de la Seine au crépuscule, les lumières des ponts dansant sur l'eau noire, me demandant si la vengeance était un art ou une maladie. Les passants, emmitouflés dans leurs écharpes Hermès, ignoraient que sous leurs pieds coulait un fleuve de rancune. Le printemps 2017 a apporté ses bourgeons trompeurs, ces illusions roses qui masquent la pourriture sous la terre, comme les scandales qui éclatent aux Tuileries. Ma revanche entrait dans sa phase terminale, un crescendo wagnérien où chaque note était un cri étouffé. J'avais gelé tous les comptes, coupé les lignes de crédit invisibles qui les reliaient à mon empire occulte. Paris, cette putain capricieuse, les a vus sombrer. Éviction de l'appartement haussmannien, déménagement forcé dans un HLM de la banlieue, à Clichy-sous-Bois, où les tours grises défient le ciel comme des points levés de 2005. Mon père, Henri, n'a pas tenu. Le cancer, nourri par le stress, l'a emporté en mai, lors d'une nuit orageuse où la foudre zébrait le Sacré-Cœur. L'enterrement, modeste, à Père-Lachaise, fut un théâtre absurde, Élise en noire veuve, voilée comme une Antigone ratée, et Camille, les yeux rougis par plus que le chagrin. La cocaïne, je le sais, achetée à crédit dans les ruelles de Barbès. J'y étais, ombre parmi les ombres, déposant une rose noire sur le cercueil. « Repose en paix, papa », ai-je chuchoté. « Tu as payé tes dettes. » Mais Camille, Camille. Elle a viré de bord comme un vaisseau ivre sous la tempête. Désespérée, elle a fouillé le passé, engagé un détective privé, un ex-flic corrompu des beaux quartiers, pour tracer les virements. Il a remonté jusqu'à moi, bien sûr, j'avais laissé des miettes pour cela. Elle m'a confronté dans un café de la Contrescarpe, sous les platanes centenaires qui pleuraient leurs feuilles. La révélation m'a giflé comme un Vendée. Pas seulement Camille, toute la famille. Ils m'avaient sacrifié collectivement, un pacte scellé dans le salon enfumé, pendant que je pourrissais à Fresnes. La rage a explosé, un feu d'artifice sanglant. J'ai claqué la table, renversant le café. « Tu veux la vérité, sœur ?» J'ai empoisonné le vin de papa la veille de sa mort. Une goutte de belladone, indolore. Pour chaque année que j'ai perdue. Mensonge? Vérité? Dans la vengeance, les frontières s'effacent comme l'encre sous la pluie. Elle a pâli, reculé, mais au lieu de fuir, elle a ri, un rire hystérique, digne d'une sorcière de la Salpêtrière.
Alors rejoins-moi, Antoine. On est pareil. Détruisons maman ensemble. Elle est la vraie vipère. C'est elle qui a falsifié les preuves au procès. Alliance monstrueuse, un pacte faustien scellé par un baiser fraternel sur la joue, salé de larmes. Nous avons planifié, ruiner Élise, la laisser seule dans sa misère, la forcer à mendier dans le métro. Le climax est survenu un mois plus tard, lors d'un dîner improvisé dans mon appartement, ironie du sort, le même où j'avais grandi, mais rénové en loft minimaliste. Élise, amaigrie, nous a rejoints, ignorant le piège. « Mes enfants », a-t-elle dit, les mains jointes comme en prière. « Nous devons nous pardonner. La famille est sacrée. » Camille a servi le vin, un Bordeaux corsé que j'avais choisi, le même que pour Noël, des années avant. J'ai ajouté la dose, cette fois pour de vrai, pas une goutte, mais assez pour un coma irréversible. Au moment où Élise avalait, Camille a craqué. « Maman, c'est Antoine. Il nous a coupés. » Et moi, j'ai tout avoué. Le verre a glissé des doigts d'Élise, se brisant en éclats comme notre lignée. « Pourquoi » a-t-elle murmuré, les yeux emplis d'un reproche qui transperçait. J'ai répondu « Parce que vous m'avez tué d'abord. » Elle s'est effondrée, convulsionnée, et Camille a fui dans la nuit, hurlant des malédictions. J'ai appelé les secours, anonymement, mais trop tard. Le lendemain, les journaux titraient « Femme bourgeoise empoisonnée par son fils, drame familial à Paris ». Les lecteurs se sont divisés, monstres ou victimes, héroïques ou pathétiques. La France, terre de débats enflammés, s'est déchirée sur les plateaux télé. L'été 2017 a étouffé Paris dans sa canicule biblique, un enfer pavé où les fontaines de la Concorde crachaient de l'eau tiède comme du sang dilué. L'enquête sur la mort d'Élise a été un cirque judiciaire, un opéra bouffe où les procureurs en robe chantaient leurs airs accusateurs. J'ai été arrêté, menottes au poignet, sous les flashs des paparazzis qui grouillaient comme des mouches sur un cadavre. Antoine Duval, le fils parricide, braillait les unes du Figaro. Camille avait disparu, volatilisée dans les méandres de la Côte d'Azur, laissant derrière elle une lettre. « Tu as gagné, frère. Mais le sang nous lie pour l'éternité. » En cellule provisoire à la santé, cette forteresse gothique où Papillon avait rêvé d'elle, j'ai attendu le verdict. Les preuves étaient accablantes. Résidus de belladone dans le vin, mes empreintes sur la bouteille, et pire, les traces des virements, un trésor pour les flics. Mais voici le twist, ce coup de théâtre qui aurait fait pâlir Racine. Camille n'avait pas fui. Elle était la taupe. De son exil à Nice, elle avait contacté la police, négocié un deal, son témoignage contre l'immunité. « Antoine est fou », avait-elle juré. « Il nous a tous tués pour une vengeance imaginaire. » Mensonge ou vérité déformée? Les journaux ont révélé un secret enfoui. J'étais adopté. Élise m'avait recueilli bébé, un bâtard de son amant, un artiste maudit mort de syphilis. Henri n'était pas mon père. Camille, pas ma sœur de sang. Tout était faux. Le sang, le devoir, l'amour. Le procès, en septembre, fut un amphithéâtre de passion. Avocat en perruque poudré argumentait « victimisation d'un fils trahi » contre monstre calculateur qui a ourdi la ruine familiale. Les jurés, ces bourgeois de banlieue, se sont divisés. Certains voyaient en moi un vengeur d'ancien régime, d'autres un psychopathe freudien. Camille a témoigné, larmes aux yeux, robe blanche immaculée. Il m'a forcé à l'aider. C'était lui, le poison. J'ai ri, un rire qui a résonné dans la salle comme un glas. Et tes dettes, Camille? Tes jeux? Qui a payé Fresnes pour toi? Le verdict, coupable, mais atténué, 20 ans, avec remise pour bonne conduite. Une semi-victoire, une demi-défaite. En sortant sous escorte, sous un ciel d'automne pluvieux, j'ai vu les manifs, libérer Duval. La famille est un poison. D'autres, justice pour les Duval innocents. La France se déchirait, comme en 68, mais pour un drame intime. Aujourd'hui, en 2025, je purge ma peine à Poissy, écrivant ces lignes sur du papier pelure. Camille Prosper, mariée à un politicien, mère de 2 enfants, elle a hérité de tout, via un testament falsifié par elle-même. Ai-je gagné? La vengeance est un miroir brisé. Chaque éclat reflète une vérité différente. Peut-être que le vrai poison était en moi dès le berceau. Ou peut-être que, dans l'ombre des barreaux, je souris encore. Car ils ont payé, et Paris, cette indifférente, continue de danser la valse des regrets. Fin.